Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un point lecture, bilan de toutes mes lectures réalisées pendant le courant du mois de mai. 99% ça concerne le mois de la fantasy et il y a un titre de science-fiction qui du coup ne rentrait pas dans le cadre du challenge mais que j'ai lu quand même et du coup j'en profite pour le glisser dans cette vidéo. On va d'abord commencer par le titre graphique que j'ai lu et avec lequel j'ai passé un très bon moment. C'est celui-ci, Le Grand Voyage de Rameau de Ficile. C'est publié chez Soleil dans leur collection Métamorphose. Alors, dans cette bande dessinée, on va suivre une petite fille qui s'appelle Rameau. Elle vit dans un peuple un petit peu genre de mini-pousses, voilà, des tout petits êtres qui vivent dans une forêt assez loin du monde des êtres humains. Au début de l'histoire, on apprend que plusieurs décennies avant, il y a eu un problème. Des gens sont allés dans la ville des humains et ça s'est vraiment très très mal passé. Donc depuis, eh bien, ils vivent complètement en autarcie ces petits êtres et le monde des humains est pour eux un monde complètement terrifiant et très très lointain avec lequel ils ne veulent plus du tout avoir de contact. Sauf que Rameau est une petite fille très curieuse et elle a très envie de découvrir le monde des hommes. Dans son village, ils n'ont pas le droit de traverser une voie ferrée, c'est la limite totale de leur monde. Et Rameau, elle va s'approcher de cette voie ferrée, pas complètement de sa faute non plus, et puis elle va être jugée au début de l'histoire, et comme punition, elle va devoir partir et aller découvrir le monde des hommes. C'est donc ce qu'elle va faire et c'est ce que nous on va suivre avec elle pendant toute cette histoire. Moi j'ai passé un très bon moment avec cette sympathique petite bande dessinée. J'ai beaucoup aimé suivre Rameau. Finalement on est dans une histoire un petit peu, enfin un petit peu même complètement d'ailleurs, de quête initiatique. Et puis j'ai adoré découvrir à travers ses yeux qui sont finalement assez innocents le monde des hommes. Un monde qui n'est pas toujours glorieux, hein. Les hommes ne sont pas forcément des êtres très très agréable, très très gentil, très très bienveillant, et finalement voir ça à travers finalement des yeux complètement naïfs, voilà, un petit personnage qui nous découvre, c'était super intéressant. Voilà, la seule bémol pour moi c'est un petit peu la fin où voilà, j'ai eu un goût un peu, vous savez, le fameux tout ça pour ça, c'était sympa, mais bon voilà, ça s'arrête là, ça c'était un petit peu dommage. Mais voilà, j'ai passé un très bon moment, franchement, si vous avez l'occasion de découvrir ce titre, je vous le recommande. Voilà, si vous aimez vraiment le dessin, voilà, de Ficile. Moi, je l'aime vraiment beaucoup ce dessin. Je sais pas pourquoi, il y a un truc avec moi, je vous l'ai déjà dit lors du book haul, alors pas forcément sur ce titre-là, mais sur un autre titre. Et aussi, on va se retrouver, oui, parce qu'on va se rendre compte finalement que la ville qui est à côté du village de Rameau, c'est Londres. Voilà, j'ai oublié de vous le préciser. Et il y a un petit rapport avec un petit événement historique auquel Rameau va être mêlé, qui était aussi assez sympathique. Voilà. Petite BD sympa, j'ai passé un bon moment et voilà, ça s'arrête là. Voilà. Franchement, les bandes dessinées agréables, mais est-ce que je la garderai en mémoire vraiment très 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 longtemps? Je sais pas. Voilà, vous savez, c'est le genre de titre où on termine un peu sur un bon, c'était sympa, mais est-ce que je m'en rappellerai dans 10 ans? Pas certaine. Allez, on va passer au roman, comme d'habitude, de ce qui m'a le moins plu à ce qui m'a le plus plu, sachant que ce mois-ci, j'ai pas eu de mauvaise lecture, hein, clairement. Voilà, on a eu de la lecture moyenne jusqu'à de l'excellente lecture et du quasi coup de cœur. Voilà, vous savez que je suis très très difficile pour attribuer les coups de cœur. La lecture qui finalement m'a le moins convaincue ce mois-ci, c'est celle-ci, quand bien même ça a été une bonne lecture malgré tout. C'est le dernier Jean-Laurent del Socorro du Roi, Je serai l'assassin. C'est publié chez ActuSF. Je les remercie d'ailleurs de m'avoir envoyé ce titre. Ici, on va être plongé en Espagne au XVIe siècle et on va suivre deux enfants, Sinan et sa sœur. Alors forcément, j'ai oublié le prénom de sa sœur. Rufaida, c'est ça. Donc Sinan et Rufaida. Et on est donc en Espagne au XVIe siècle, comme je viens de vous le dire. C'est une époque historique finalement que je connaissais assez peu. On va suivre ces enfants durant toute leur vie, puisque Sinan, c'est un personnage que vous connaissez peut-être sous le nom de
Silas, et c'est un personnage qui apparaît dans un autre roman de l'auteur qui est Royaume de vent et de colère. Ici, c'est donc un peu l'origin story de Sinan. Donc cet enfant est en Espagne, il est d'origine musulmane, hein, sauf qu'on l'oblige à se comporter comme un catholique. Leur père a ces deux enfants qui sont des jumeaux, souhaite malgré tout continuer à conserver sa foi, mais pour protéger et aussi pour raison un peu comment c'est la loi qui va les obliger à se comporter comme des catholiques et à renier complètement leur foi et leur origine musulmane. Donc ils vont avoir une façade où ils vont être des catholiques, et puis à l'intérieur de chez eux, ils vont continuer à se comporter comme des musulmans. Donc Sinan va grandir dans cette ambiance de mensonges, de cachotterie. Et puis malheureusement pour lui et pour sa sœur, assez vite leur père va devenir quelqu'un de complètement violent, et ils vont donc rentrer dans une phase de leur vie vraiment pas très très agréable. Je dois bien avouer que dans ce roman, moi j'ai beaucoup aimé la première partie, qui est celle où on va donc avoir ces enfants justement, jusqu'à la période où leur père va décider de les envoyer en France pour partir en recherche d'une espèce de pierre qui pourrait permettre de rétablir, on va dire, les musulmans dans leurs droits. On va dire ça comme ça. Et cette première partie m'a beaucoup plu, beaucoup touchée. On va donc suivre leur enfance, comment ils vont grandir, comment ils vont évoluer à travers tous ces mensonges, tous ces non-dits, à travers aussi leur père, à travers le comportement qu'il va avoir, à travers les drames qu'ils vont subir. Ça, c'est vraiment été ma partie préférée. J'avoue que les deux autres parties m'ont un petit peu moins plu. J'ai eu un petit peu de mal par moment à voir où l'auteur voulait aller. À finalement comprendre quel était le vrai objectif de cette histoire. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir lu Royaume de vent et de colère avant? Non, parce que je l'ai lu, j'ai oublié de vous préciser, en lecture commune avec Céline Lecture et Caroline de Caro Livre, de Miss Caro Livre. Céline ne l'a pas lu, Royaume de vent et de colère, donc ça ne l'a pas gênée. Par contre, avec le recul, je me dis que moi j'aimerais bien le relire peut-être, Royaume de vent et de colère, histoire de voir quels étaient vraiment les liens, parce que par moments j'avais l'impression qu'il y avait des choses qui évoquaient Royaume de vent et de colère, ou qui en tout cas faisaient écho dans mon esprit, et je me disais ah mais ça je me demande si on n'en parle pas, ou si on ne le voit pas dans Royaume de vent et de colère. Donc voilà, mais sinon en dehors de ça, voilà, ne vous obligez pas à le lire avant, c'est absolument pas indispensable du tout. Point positif dans ce roman, vraiment l'écriture de Jean-Laurent Del Socorro. Il a vraiment une belle écriture, c'est beau, c'est fluide, c'est très bien écrit, ça marche tout seul, vous n'êtes pas perdu au démarrage, vous êtes vraiment immergé tout de suite. Son écriture, elle est vraiment magnifique, vraiment, c'est un vrai plaisir de le lire. On sent également qu'il a fait énormément de recherches autour de cette période historique. On sent qu'il y a de la matière, on sent qu'il y a du fond, on sent qu'il n'est pas en train de nous embrouiller. Voilà, on sent vraiment voilà, qu'il a bossé, et que ça transpire à travers ce titre. Donc clairement, si vous êtes un lecteur d'historique, franchement, c'est typiquement le genre de roman qui est parfait pour vous, parce qu'on est vraiment complètement dans ça, un roman historique avec une petite touche de fantaisie liée à la magie qui arrive, et qui arrive somme toute assez tard. On a aussi un petit côté un petit peu fantastique avec cette histoire de pierre, mais de la même manière, c'est pas hyper présent. Voilà. Ce côté historique est super intéressant. Par moments, moi, ça m'a par contre un tout petit peu perdu, parce que j'ai pas du tout autant de connaissances que l'auteur sur cette période, et c'est vrai qu'il y a eu 2 ou 3 fois où j'étais un petit peu oulala, mais de quoi il me parle, je sais pas trop, bon, c'est pas gênant plus que ça, vous vous en doutez bien. Donc voilà, c'était une très chouette lecture. Voilà, je vous le recommande, comme je vous l'ai dit, si vous aimez vraiment l'historique, ou si vous voulez découvrir vraiment une très belle plume, ou pourquoi pas si cette thématique pourrait vous intéresser. Voilà. Deuxième lecture qui fut une bonne lecture, voilà, qui a également été un service presse envoyé directement par l'auteur, c'est Les Royaumes démoniaques de Christopher Evrard, c'est de l'auto-édition, et c'est donc le tome 1 qui s'intitule La Roche des Âges. Alors, au niveau du résumé, ça va être un petit peu compliqué, parce que c'est vrai que c'est assez riche comme histoire.
tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au début de l'histoire, on va suivre un mage qui s'appelle Siwen. Il a une magie, alors c'est écrit dans la 4e, mais je ne vais pas forcément vous le dire, il a une magie qui est assez particulière et assez originale finalement. Et il est en quête de la roche des âges, voilà, la roche que vous allez découvrir ici. On est dans un monde de fantasy, de dark fantasy, donc quelque chose d'assez sombre avec beaucoup de créatures. Et tout au début de l'histoire, il fait la rencontre d'une elfe, si je ne me trompe pas, une elfe. Alors est-ce que je vais retrouver le nom ? Comme d'habitude, moi et les noms de personnages, c'est toujours la catastrophe. Bon, là je crois que je vais laisser tomber. Donc il va rencontrer un personnage féminin tout au début de l'histoire, qui va lui voler quelque chose. Je ne vais pas vous dire quoi, ça serait dommage. Et à partir de là, toute l'histoire va se mettre en route. Vous voyez que je triche un peu et je ne vous fais pas un vrai résumé de cette histoire. Parce que finalement, je trouve que ce tome 1, il est resté à mon sens assez introductif par rapport à l'histoire générale. Alors déjà, on va parler des quelques petits points négatifs qui m'ont un petit peu gênée dans cette histoire. Donc comme je disais, globalement, c'était une bonne lecture. Hein, voilà. J'ai eu un petit peu de mal à rentrer tout au début dans l'histoire. Je pense que j'ai eu simplement le temps d'adaptation à l'écriture de l'auteur, puisqu'il a une écriture qui est quand même assez, alors peut-être pas riche ni compliqué, mais c'est plutôt bien construit. On sent qu'il y a du travail hein, au niveau de l'écriture. Et il m'a fallu un petit peu de temps pour m'habituer à cette manière un petit peu particulière d'écrire. Il y a également beaucoup de dialogues dans ce roman. J'ai trouvé malheureusement que les dialogues par moments ne faisaient pas toujours très naturels. J'ai également trouvé que à mon goût, il y en avait beaucoup et que parfois le texte aurait gagné à avoir les dialogues transformés en passages narratifs. En fait, je trouve que par moments ça manque un petit peu de narration, mais bon, c'est le choix de l'auteur, hein, chacun son mode de rédaction. Moi, c'est vrai que parfois, je préfère un peu quand on me le raconte sous forme narrative plutôt que en dialogue. Et parfois, il y a eu quelques moments aussi où j'étais un petit peu, notamment dans quelques scènes de combat, un petit peu perdue. Je trouvais que c'était éventuellement un petit peu fouillis. Mais bon, ça gêne pas plus que ça la compréhension, mais c'est juste au niveau parfois dans le déroulé des événements, par moments ça m'est apparu parfois pas suffisamment clair. Par contre, comme je disais, donc l'univers il est vraiment super riche, on va rencontrer beaucoup de créatures différentes. Certaines créatures qui sont des classiques des univers de fantasy, d'autres un petit peu moins, d'autres plus originales, ça c'était très chouette. La magie utilisée par le personnage principal, elle est aussi très cool et assez originale aussi. C'est quelque chose que j'ai pas vu souvent, voire pas du tout, j'ai eu un doute. L'objet livre en lui-même, il est vraiment très réussi. Voilà, vous pouvez le voir qu'on a déjà une très jolie illustration de couverture. On a, je vais vous montrer juste la première, à plusieurs reprises des illustrations, donc en lien avec le texte bien évidemment, des illustrations très creepy. On a 2 cartes au début, et alors, même si le roman n'est pas très gros, hein, puisqu'il fait, allez, je vais compter vraiment que le texte, 304 pages. Donc les cartes hein, que vous voyez ici, elles sont, j'ai trouvé, bien exploitées. Vous savez, parfois on a des cartes dans les univers de fantasy et on n'utilise pas forcément, en tout cas à mon goût, la totalité de la carte ou une bonne partie. Là, malgré le fait que ça soit un premier tome, les cartes sont déjà bien exploitées. Ça, c'est plutôt aussi à mon sens un bon point. Et donc le travail éditorial également il est plutôt bien fait, puisque vous voyez pour les en-têtes de chapitres on a des choses comme ça, donc c'est à nouveau chouette. Et puis on retrouve aussi c'est les dessins qui sont en haut de page, voilà, qui sont un peu stylisés, ça aussi c'est plutôt chouette, plutôt réussi. Et on a une playlist proposée à la fin aussi, alors je n'ai pas écouté, mais je trouve que l'idée est plutôt sympa. Alors peut-être plus le mettre au début, peut-être, pour les gens qui ne sont pas fouineurs et qui ne vont pas voir à la fin, peut-être que le mettre au début pour ceux que ça intéresse. Peut-être ça serait mieux, mais sinon voilà, le travail éditorial est très chouette et en plus je n'ai pas relevé de faute, voilà, je le précise puisque je sais que certains sont tatillons par rapport à ça, enfin en même temps tatillon c'est normal, hein. Je ne critique pas puisque je trouve ça tout à fait légitime, il n'y a pas de faute, en tout cas moi je n'en ai pas vu, donc ça c'est un vrai point fort. L'auteur m'a dit qu'il avait également une correctrice, me semble-t-il, donc bravo à elle, elle a bien fait son job, en tout cas moi en tout cas j'ai pas relevé de faute.
Voilà, donc globalement j'ai trouvé, comme je disais, que c'était un tome plutôt introductif, mais ça m'a plutôt envie de lire le tome 2 pour voir justement comment l'auteur va utiliser tout ce qu'il a posé vraiment dans ce tome 1. J'ai également eu la sensation qu'on allait avoir des gros enjeux, enfin en tout cas notamment à la fin il se passe quelque chose et je me suis dit waouh, enfin voilà, ça nous annonce quelque chose de vraiment très 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 grandiose par la suite. Voilà, donc j'ai envie de lire la suite. J'ai eu la sensation presque d'un petit goût de trop peu à la fin de cette histoire en me disant bah tu vois là tu m'as appâté mais il en manque un peu, enfin en tout cas pour moi il me manquait un peu d'éléments. Voilà, c'était une bonne lecture. Si vous avez l'occasion, voilà, je vous le recommande. Et moi, en tout cas, je lirai le tome 2 avec grand plaisir. Continuez à suivre cette très chouette histoire. Ensuite, eh ben, je vais vous parler de 3 tomes en un, mais je vais le faire de manière assez vite puisque j'ai lu les 3 derniers tomes de la saga de l'Épouvanteur. Donc, il s'agit de Thomas Ward, l'Épouvanteur de Joseph Delaney. Chez Bayard, c'est le tome 14 ou le tome 1, ça dépend de comment vous comptez. La résurrection de l'empereur, le tome 15 ou le tome 2, et l'héritage de l'épouvanteur, le tome 16 ou le tome 3. Pourquoi je dis ça? Puisqu'en fait, ces 3 tomes, à l'origine, font partie d'une trilogie qui se situe effectivement après l'épouvanteur. Sauf que Bayard a décidé en France de poursuivre la numérotation et de faire donc n'importe quoi, 16, 15 et 14. Finalement, en ayant lu ces 3 tomes, je comprends pourquoi ils ont fait ce choix, puisque ça aurait été dommage, clairement, qu'il y ait des personnes qui choisissent de dire bah non, l'autre série est trop longue, je vais démarrer par la trilogie, par cette trilogie-là, alors qu'elle se déroule vraiment après, qu'elle est vraiment tout à fait après le 13e tome, et que si vous commencez par le tome 14, vous allez vous faire spoiler 99% de la saga d'origine, qui est à mon sens un petit peu dommage. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire de cette trilogie? Je vais vous faire un avis global, je ne vais pas rentrer forcément dans le détail des 3. Déjà, c'est une saga jeunesse. J'ai lu les 3 tomes à la suite, je les ai marathonnés. Donc déjà, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à retourner dans l'univers de Thomas Ward, l'épouvanteur. Alors, si jamais vous ne connaissez pas, le point de départ de cette histoire, c'est tout simplement qu'on suit un jeune homme qui s'appelle Thomas. C'est le 7e fils d'un 7e fils. Et dans cet univers, ce sont des enfants qui ont comme seul métier possible, entre guillemets, de devenir épouvanteurs de leur village ou d'un village à proximité. Et un épouvanteur, c'est quoi? C'est tout simplement un espèce de sorcier dont le travail est de chasser l'obscur et donc de protéger les villages de toutes les créatures qui peuvent les attaquer, que ce soit les sorcières, les ghouls, les démons, les monstres, etc. Donc au début du tome 1, Thomas est pris en apprentissage auprès d'un épouvanteur, et donc dans les 13 tomes, il va vivre tout un tas d'histoires en lien avec une grosse bataille contre l'obscur. Bataille qui se clôt donc dans le tome 13. Dans ces 3 tomes-là, on a une nouvelle menace qui arrive, menace dont on a entendu parler dans un des tomes de l'épouvanteur. Je ne vais pas vous dire laquelle, ça serait un petit peu dommage, je préfère vous laisser la surprise. Et donc ici on est vraiment juste après le tome 13. Voilà, il n'y a pas vraiment de saut temporel entre ces 2 tomes. Donc, comme je vous le disais, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à replonger dans l'univers de Thomas, à retrouver certains personnages que je connaissais, à en découvrir d'autres. C'est une saga jeunesse, donc parfois je trouve à mon goût que c'est un petit peu rapide, je trouve que parfois on ne va pas assez en profondeur sur certaines choses. Je trouve que parfois, notamment là, on va découvrir un personnage féminin qui arrive complètement dans cette histoire, personnage pour lequel j'ai pas eu beaucoup de sympathie en fait. Je trouve que l'auteur l'a pas forcément bien traité. En tout cas, j'aurais aimé que son personnage se comporte un petit peu différemment, voilà, tout au long des 3 tomes. Il y a également un élément que j'ai pas trop aimé, je trouvais que c'était vraiment un peu facile, hein, voilà, ça j'ai pas trop aimé, je peux pas trop vous dire non plus de quoi il s'agit parce que c'est un petit peu spoilant, mais voilà, dans ces 3 tomes il va se passer beaucoup de choses, beaucoup d'événements, on a quelques nouveaux personnages comme je vous le disais, une nouvelle intrigue. Est-ce que par moments j'ai même trouvé qu'il se passait peut-être beaucoup de choses, que ça allait très très vite, peut-être trop vite. Est-ce que ces 3 tomes ont une vraie utilité par rapport aux 13 premiers? Je sais pas. Est-ce qu'il aurait peut-être pas simplement mieux valu les intégrer dans la série principale et faire un tome de plus? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Sachant que dans cette menace, on la voit déjà hein, dans un des tomes de l'épouvanteur, donc elle n'était pas non plus complètement inconnue, donc elle était déjà présente dans la tête de l'auteur, mais bon, voilà, c'est son choix de l'avoir un petit peu isolée dans une autre histoire. C'était sympa.
Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à retrouver l'univers. Je suis un petit peu triste malgré tout d'avoir quitté, j'allais dire la comté, mais c'est presque ça, hein, d'avoir quitté Thomas. Et puis le reste de l'univers. Voilà, je suis ravie malgré tout d'être arrivée au bout de cette série et au bout même de ces 16 tomes, de ces 3 tomes supplémentaires. Si vous aimez les sagas jeunesse fantasy, moi je vous la recommande. Par contre, n'oubliez pas quand vous lisez que c'est jeunesse. Voilà, on a des choses qui ne sont pas forcément très exploitées, très développées, il y a des facilités, voilà. Mais c'est une saga pour la jeunesse, donc il faut la lire et la prendre comme telle. Je ne suis pas le public cible, moi je l'ai lu un peu comme, voilà, comme un espèce de petit bonbon et je l'aime beaucoup cette série, voilà. Ensuite, une autre lecture, un titre super récent, j'ai lu Pénombre de Ariel Holz, c'est publié aux éditions 404. J'ai beaucoup aimé ce titre, c'était mon premier titre d'Ariel Holz, je ne connaissais pas du tout, c'est un titre qui est vraiment pas très gros, pardon, et j'ai trouvé que c'était une bonne occasion de le découvrir et je ne regrette pas du tout. Ici, on est dans un monde qui s'appelle Astravia, dans lequel tous les 30 ans, les ténèbres envahissent le monde sous forme d'une éclipse qui dure 3 minutes, si je me rappelle bien. Et pendant ces 3 minutes, il y a une espèce de pluie de cendres qui tombe sur l'humanité et les hommes deviennent complètement fous, ils deviennent des espèces de bêtes et ils s'entretuent. Voilà. On va rencontrer des adolescents qui sont nés lors d'une de ces éclipses et ils ont la particularité de ne pas être touchés par cette fameuse pluie de noirceur qui tombe, on les appelle les éclipsiens. Et lors de l'éclipse précédente, il y a eu un accident qui est arrivé dans l'école dans laquelle ces éclipsiens étaient formés, l'école qui s'appelle Pénombre. Et donc malheureusement les éclipsiens ne sont plus du tout formés, ils sont parfois laissés à l'abandon. Au début de l'histoire, on rencontre une jeune demoiselle qui s'appelle, comme d'habitude, hein, j'ai encore oublié comment elle s'appelle, Liviane. On va suivre principalement Liviane qui est donc une éclipsienne. Et elle va être recrutée pour aller pour essayer d'aller au sein des terres aveugles à Céléano, là où tout a priori aurait démarré. C'est à Céléano a priori que les éclipses auraient commencé Oh, j'ai du mal à faire le résumé, hein, vous avez remarqué aussi que les éclipses auraient commencé à se propager. Voilà, je suis désolée pour le résumé qui est complètement à côté de la plaque, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à résumer ce titre parce que finalement il y a beaucoup de choses dans ce texte. Et donc Liviane va avec tout un groupe d'éclipsiens aller en tout cas au cœur des terres perdues pour essayer de décrypter l'origine des éclipses, sachant que en plus le rythme des éclipses a l'air de s'accélérer, ce qui annoncerait peut-être la fin de l'humanité. Donc voilà, comme vous l'avez vu, c'est un titre qui est court, mais il y a beaucoup de choses à l'intérieur, il y a une vraie richesse de l'univers qu'a réussi à faire Ariel Holz, c'est quand même une vraie force. Moi je ne connaissais pas du tout sa plume et c'était un vrai plaisir de découvrir son écriture. On est dans un univers qui est assez sombre, on est, je pense, un petit peu dans la dark fantasy, je pense qu'il y en a des choses assez atroces qui s'y passent. On a la thématique de l'éclipse et plutôt également détournée de manière aussi assez originale. On a aussi un petit côté caustique et humoristique que moi j'ai beaucoup aimé, qui est utilisé par un des personnages proposés. On a des drames qui se déroulent. On va découvrir ces jeunes éclipsiens. On va découvrir les pouvoirs qu'ils ont. On va découvrir les difficultés que chacun a eues. Voilà, c'était une excellente lecture. Voilà, moi je vous la recommande clairement. On a aussi une très très jolie fin. Vraiment, je trouve que pour un texte qui est assez court, on est dans un one-shot de fantasy, il fait 263 pages. Ça se lit vraiment très très bien. Et moi, clairement, n'hésitez pas, je vous le recommande vraiment beaucoup. C'était très chouette lecture. On continue dans les bonnes lectures avec Haute École de Sylvie Denis. Là, c'est publié chez La Talente en version poche.
Ici, on est dans une société dans laquelle la magie existe, bien évidemment, mais dans cet univers, l'autrice nous a un petit peu détourné la magie telle qu'on la connaît, puisqu'ici c'est plutôt vécu comme une malédiction par les hommes qui ne sont pas magiciens eux-mêmes, et tous les enfants qui sont détectés avec des dons de magie sont enlevés et formés dans une école qui s'appelle la Haute École. Et ils vont être formés d'une manière très particulière puisqu'on va les obliger à se mettre au service du reste de la société en considérant que parce qu'ils ont des pouvoirs, eh bien, ils ont le devoir d'être un peu esclaves du reste de la société. Donc c'est vraiment la magie, pas comme force positive, hein, comme on la connaît dans 99% des histoires, mais vraiment une magie qui est complètement exploitée par le reste de l'humanité. Et au début de l'histoire, on va donc principalement rencontrer un personnage qui s'appelle Erus Torque, qui donc est enseignant et un des dirigeants même de la Haute École, et il a des volontés vraiment d'étendre, on pourrait le dire, le pouvoir de la Haute École. Vous vous doutez bien évidemment que forcément il va y avoir des gens qui vont essayer de s'opposer à lui. Mais l'intérêt de cette histoire, il est vraiment de voir une magie exploitée et une magie qui n'est pas du tout utilisée comme on la voit ailleurs. L'écriture de Sylvie Denis, que moi je ne connaissais pas du tout, était également très agréable, très fluide. J'ai adoré toute la première partie du roman, vraiment, où on nous explique l'univers, hein, comment il est créé, comment les enfants sont enlevés, pardon. On va rencontrer certains d'entre eux d'ailleurs, comment certains magiciens essaient de s'opposer à ce qu'on veut faire d'eux, hein, voilà, parce que quels sont les effets également, puisque les magiciens sont utilisés parfois pour une tâche et une seule tâche. Certains en deviennent complètement fous. On est sur la thématique de l'esclavage, mais c'est vrai que c'est une thématique, enfin une manière de développer la thématique assez originale. Il y a beaucoup de rythme dans cette histoire, il se passe plein de choses, il y a beaucoup d'événements qui se déroulent. On n'est pas dans un univers gentil, hein, il y a vraiment des choses atroces, il y a de la torture, il y a de la violence, l'univers il est assez dur malgré tout. Erus Torque, hein, qui est le grand méchant de cette histoire, bah, comme je viens de le dire, il est assez odieux, assez détestable. Voilà, j'ai vraiment toute la première partie, je l'ai adorée. J'ai un petit peu moins aimé la deuxième partie et puis la fin de l'histoire. L'autrice l'a tournée d'une manière qui... Voilà, j'aurais aimé peut-être quelque chose d'un petit peu plus épique et d'un petit peu moins onirique, on va dire. Voilà, c'est généralement pas trop mon délire, les histoires un peu qui partent un peu dans des tripes un peu hallucinatoires, j'allais dire. On n'est pas du tout dans ce genre de fin, mais vous voyez l'idée. Voilà, j'aurais préféré quelque chose, je pense, un affrontement plus épique plutôt que le choix qu'elle a fait sur la fin, mais bon, ça reste mon avis personnel. Sinon, c'était une très bonne lecture. Je sais que c'est un titre qui est peu connu, mais je pense qu'il a le mérite, il mérite d'être découvert plutôt, ne serait-ce que par ce côté très particulier de l'exploitation de la magie que je n'ai pas vu ailleurs, je crois. Voilà. Donc c'était Haute École de Sylvie Denis. On continue dans les très bonnes lectures et on va passer cette fois-ci en science-fiction avec La Dernière Arche de Romain Benassaya, publié aux éditions Critiques, que je remercie de m'avoir envoyé ce titre. Ici, cette fois-ci, on va suivre une petite fille qui s'appelle Shori, qui se trouve en Mésopotamie de premier âge. Elle s'apprête à être vendue suite à la mort de toute sa famille, et au moment où elle va être vendue a priori à un très vieil homme pas forcément très très agréable, elle est sauvée par un homme qui s'appelle Hatim et qui lui offre la possibilité de l'emmener avec lui. Elle va accepter et elle va se retrouver dans un endroit qui s'appelle le fort, un endroit qui est au milieu de nulle part et qui est entouré d'une jungle très très dangereuse. Hatim lui confie comme mission à elle et à tous les autres enfants qui sont dans ce fort la mission de protéger le fort envers et contre tout, de veiller à ce que rien ne rentre jamais à l'intérieur de ce fort.
La particularité également de tous les enfants qui sont ici, c'est qu'ils viennent tous d'époques et de pays différents. Ça paraît un petit peu étonnant, mais je vous assure qu'on est dans de la science-fiction, puisque, donc ça c'est le début de l'histoire, et 14 ans après, on a une femme qui s'appelle Lena, qui est originaire du 22e siècle, qui rejoint le fort, mais alors que tous les enfants, quand ils sont arrivés, étaient aux alentours d'une dizaine d'années, elle arrive, mais elle est adulte. Donc vous vous doutez bien qu'elle n'a pas forcément les mêmes aspirations que ses enfants et a priori elle n'était pas dans les mêmes situations de dangerosité que les enfants quand ils sont arrivés dans le fort qui était pour eux un espace de protection. Lena, elle veut retourner dans sa période d'origine. Pour ceux qui ont déjà lu Roman Benassaïa, vous savez qu'il a une plume extrêmement fluide, extrêmement agréable, extrêmement addictive et c'est tout à fait ce que j'ai retrouvé ici. On est dans de la science-fiction d'aventure, dans la science-fiction hyper rythmée. On n'est pas du tout dans de la hard SF, on ne va pas avoir de concepts scientifiques très très compliqués qui vont être développés ou expliqués. On est vraiment d'abord dans une histoire d'aventure. On est dans un univers qu'on va découvrir au fur et à mesure comme Shori. On va finir par comprendre ce qui se passe et ça prend des dimensions vraiment très très importantes. C'était une excellente lecture. Il y a un petit lien avec le roman précédent de l'auteur qui est Pyramide, que moi j'ai lu il n'y a pas très très longtemps. Est-ce qu'il est obligatoire d'avoir lu Pyramide avant de lire La Dernière Arche? Non. Si par contre, si vous l'avez déjà chez vous, Pyramide, moi je vous recommande de le lire d'abord. Mais vous pouvez tout à fait lire celui-ci hein, et sans lire le précédent de l'auteur. Ça va. Je pense qu'il y a quelques éléments qui vont vous manquer peut-être, mais il les réexplique hein, dans le texte, donc je pense que ça passe sans trop de problèmes. Voilà, c'était un vrai plaisir de lire ce nouveau titre de l'auteur et si jamais vous ne le connaissez pas encore, moi je vous invite fortement à le découvrir. C'est vraiment une très très belle, je trouve, très très belle science-fiction. Voilà. Plus que deux, on y est presque. Et c'est les deux meilleures lectures du mois de mai. Ça a été Rêve d'envol de Kelly Sinclair. J'allais dire Alice Sinclair, pas du tout. Le tome 2, alors non pas du tout, je confonds toujours. La série c'est Accord corrompu et le tome 2 c'est Rêve d'envol. C'est publié chez Bookmark. Et j'ai lu ce titre en lecture commune avec Laetitia du conte Galaï. De toute façon, vous aurez ses coordonnées et ses liens dans la barre d'information. Ici, on est dans un monde de fantaisie, on retourne en fantaisie, dans un monde de fantaisie donc dans lequel on a deux mondes qui cohabitent. Je vais vous montrer la carte, le monde d'Ozolis qui est un monde de chaleur et Glacium qui est un monde de glace. On y suit la Tatuma de ce monde qui s'appelle Olina. Et la Tatuma, c'est quoi? C'est une demoiselle qui va être appelée à remplacer la reine, donc c'est la future reine du royaume. Dans le tome 1, Olina, par toute une série d'événements dont j'ai pas forcément envie de vous spoiler, va se retrouver coincée à Glacium avec le roi et suite aux événements qui arrivent à la fin du tome 1, au début du tome 2, elle se retrouve dans une espèce de monde de gladiateurs. Voilà. Je ne vais pas trop vous en dire parce que c'est un petit peu dommage. Et il faut savoir que j'ai adoré cette première partie. Je pense que si on peut parler de coup de cœur de première moitié, je pense qu'on y est clairement. Donc au début, on va être dans un univers de gladiateurs. On va découvrir l'univers. L'autrice, elle nous propose une palette de personnages qui sont vraiment très très colorés, avec des noms assez drôles d'ailleurs. Et Olina va se retrouver au milieu d'eux et elle va beaucoup évoluer, elle va beaucoup apprendre, elle va continuer à progresser par rapport à l'attitude qu'elle a dans le tome 1. J'avoue que j'ai moins aimé la deuxième et la deuxième partie et la fin du roman. Je trouve notamment qu'il y a un creux à un moment qui est lié à un événement particulier puisqu'elle va découvrir un espace un petit peu caché du royaume et j'ai trouvé que cette partie-là était un peu plus molle, j'allais dire. Elle faisait un petit peu redite par rapport au début de ce tome-là. J'avais l'impression qu'on allait repartir un peu dans le même schéma. Heureusement, l'autrice
ne fait pas durer ça très longtemps. Donc heureusement, on repart assez vite dans la suite de l'histoire et on retourne dans de l'action. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Surtout que quand bien même je vois l'utilité de ce petit passage, je l'ai vraiment trouvé presque un peu tiré par les cheveux. Bref, ce petit moment de flottant, mis à part cette lecture de ce tome, j'allais dire tome 3, non, tome 2, a été vraiment excellente. Je trouve toutes les qualités du tome 1, c'est dynamique, c'est addictif, il y a beaucoup d'événements qui s'enchaînent. Olina, elle est vraiment attachante, les personnages qu'on suit autour d'elle, hein, surtout cette équipe de gladiateurs, ils sont également super attachants, c'est vraiment très très drôle à suivre, c'est une super bonne idée, vraiment cette espèce d'univers de gladiateurs. On est un peu sorti de l'histoire du tome 1, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était très sympa à suivre. C'est un monde un peu dur également, vraiment, on n'est pas du tout dans la dark fantasy, mais il y a vraiment des moments d'émotion et des moments difficiles. Bref, voilà, je lirai le tome 3 et le tome 4 d'ailleurs probablement cet été avec grand plaisir. Et d'ailleurs, si Laetitia est partante pour la suite, moi aussi. Et donc, on terminera avec la meilleure lecture de ce mois-ci, et c'est Rose éternelle de Ophélie Duchemin. C'est publié chez Plume Blanche. On va s'attarder 30 secondes sur la très jolie couverture qui est donc de Anna Dickman. Ce serait dommage de ne pas la citer parce que vraiment très 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 réussi. Et donc sans surprise, parce que la couverture le vend clairement, on est sur une réécriture, je dirais plutôt réinterprétation du conte de La Belle et la Bête, hein, puisqu'ici on va suivre une jeune demoiselle qui s'appelle Méliane. Méliane, elle est dans un monde... ouais, hop, j'ai la carte. Un monde qui s'appelle Ulgérine. Je la regarde et je vous la montre pas, mais on a une jolie carte. Méliane, elle est fille son père possède une compagnie de bateaux qui transporte des choses de différents éléments, de différentes villes de ce monde vers la capitale de ce monde. Forcément, son père, un peu comme dans le conte de fées, elle va avoir un drame qui va toucher sa famille et elle va être obligée de fuir. Elle va partir seule et elle va se retrouver à un endroit avec une Merilara, un arbre couvert de roses, voilà, et elle va donc rencontrer la Bête, qui est donc un prince d'un royaume déchu. Mais un peu comme dans La Belle et la Bête, vous vous doutez bien que eh bien, ceux qui ont l'air monstrueux ne sont pas forcément aussi monstrueux et que les gentils ne sont pas forcément aussi gentils qu'ils y paraissent. On retrouve vraiment beaucoup de codes qui sont utilisés dans le conte de fées et même dans le dessin animé de Disney. Par contre, moi ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est que l'autrice, elle a vraiment pris son temps. Elle aurait pu aller très très vite et nous plonger très rapidement et nous mettre la romance au cœur de l'histoire, mais finalement c'est pas du tout ce qu'elle a fait et moi j'ai trouvé ça très bien. Déjà toute la première partie du roman, on n'est que avec Méliane, avec sa famille, on va la découvrir elle déjà, quel est son caractère, comment elle se comporte, quels sont les liens qu'elle a avec sa famille, quel est le monde dans lequel elle vit, quelle est l'importance du travail qu'effectue son père. Et ça c'était vraiment très très bien, puisque finalement l'histoire qu'on a avec la Bête, elle arrive vraiment pas tout de suite. J'ai pas regardé, mais on doit être au moins à plus de 100 pages avant que la Bête arrive. On prend quand même un peu de temps par rapport au film. Et puis la romance, de la même manière, on n'est pas dans un Monstalove, ça prend du temps. Et ça aussi c'était une très très bonne chose. Elle ne se précipite pas sur la romance, puisque finalement ça va pas du tout être au cœur de l'histoire, contrairement au film. Forcément dans le dessin animé Disney, la romance elle est super présente. Ici elle est là, mais elle est un peu en second plan. En tout cas elle est en second plan pendant très très longtemps. On va privilégier tout ce qui est complot politique, on va privilégier les mystères, les manigances,
On va privilégier tout ce qu'il y a autour de la romance, la magie, puisqu'il y a vraiment un vrai lien avec la magie. L'histoire de la bête, on va la découvrir au fur et à mesure également. Les personnages secondaires qui sont également présents, qui sont très chouettes, il y a vraiment des super personnages. Et vraiment, j'ai vraiment passé un super moment avec ce titre. J'ai trouvé que c'était bien dosé entre l'histoire, la romance, toutes les parties complot. On retrouve les grandes thématiques que vous avez dans La Belle et la Bête, on retrouve les personnages, on peut les identifier voilà, par rapport aux contes ou aux dessins animés d'origine. Et puis, sur la fin de l'histoire, j'ai aussi beaucoup aimé, puisque, alors, moi je pensais que c'était un one-shot, c'est un one-shot, je confirme, vous avez la totalité de l'histoire et vous pouvez complètement vous arrêter là. Par contre, à la fin de l'histoire, on a un petit quelque chose qui s'installe et on se dit que on pourrait continuer sur un second tome qui serait un tome compagnon avec un autre conte de fées. Et je n'avais pas forcément compris au démarrage que l'autrice avait prévu d'écrire plusieurs romans compagnons avec des contes de fées, mais si je comprends bien la fin de ce tome, j'en déduis qu'il pourrait, et j'espère clairement, qu'il y aura un autre tome avec un autre conte de fées. Du coup, je ne vous dis pas non plus de quel conte de fées il s'agit, ça serait dommage que vous ne découvriez pas vous-même. Voilà, donc franchement je vous recommande. J'en dis pas plus parce que je pense que vous allez le voir bientôt sur un événement un petit peu particulier. Puisque j'ai oublié de vous le dire, je manque à tous mes devoirs, mais ce titre je l'ai également lu en lecture commune avec plusieurs personnes que je mettrai en barre d'informations, notamment Manon de la chaîne Vibration Littéraire, mais pas que, et voilà, il risque d'avoir également quelque chose associé à ce roman. Donc je mettrai tout ça en barre d'informations. Voilà, je vais m'arrêter là parce que ça fait un long moment que je parle, il y avait beaucoup de titres à présenter, j'espère ne pas avoir été trop longue sur tous les titres, j'espère avoir réussi à dire ce que j'avais envie sur chacun des romans dont je viens de vous parler. Si vous en avez lu certains, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire, que vous soyez du même avis que moi ou pas du tout. J'espère vous avoir fait passer un agréable moment, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.